Nous allons aborder dans cette nouvelle partie le thème des interrelations entre acteurs sanitaires, judiciaires et pénitentiaires. Elles ont un passé parfois tumultueux, le point culminant des tensions étant les années 1960 et 1970, années durant lesquelles les psychiatres exerçant en détention dénoncent ce qu'on appelle alors la médecine pénitentiaire, dans l'objectif de s'autonomiser et s'émanciper de la tutelle du ministère de la Justice. Il s'agissait alors de mettre à distance les attentes exogènes de l'institution judiciaire et de préserver une approche strictement et seulement médico-psychologique des soins. Par ailleurs, les soignants ont aussi à cette occasion réaffirmé l'importance du secret médical et du consentement aux soins. Ce consentement aux soins supposant une demande libre de la part du patient, idée donc à l'origine de l'hostilité de certains soignants à l'encontre des soins pénalement ordonnés. Ce mouvement a abouti à la création des premiers centres médico-psychologiques régionaux en 1977, qui seront remplacés par les actuels services médico-psychologiques régionaux en 1986. Et enfin, à la réforme de 1994, qui transfère définitivement la prise en charge sanitaire des personnes détenues de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice au ministère de la Santé. Les relations interprofessionnelles entre acteurs sanitaires et judiciaires se caractérisent en fait par des interdépendances complexes dans la mesure où les problèmes que ces acteurs prennent en charge se cumulent, s'alimentent régulièrement car leurs interventions en fait se succèdent ou coexistent et par conséquent parfois se complètent ou au contraire parfois se contredisent. Si le déploiement des soins pénalement ordonnés et des prises en charge médico-psychologiques en détention ont eu pour effet de multiplier les occasions de contact entre ces acteurs, en fait, l'agencement de leur interdépendance demeure une opération complexe. En effet, les professionnels du champ médico-social et du système pénal développent des valeurs et des normes d'action qui diffèrent, suivant notamment leur appartenance institutionnelle et ou leur culture professionnelle. Dans l'objectif de faciliter toutes ces relations, les responsables politiques et institutionnels ont multiplié les dispositifs de concertation, et ce à plusieurs niveaux, que ce soit national, régional, départemental et local, que nous vous présenterons dans notre propos. Cependant, l'ensemble de ces dispositifs n'aborde pas la question des situations individuelles et éventuellement les difficultés posées par telle ou telle personne, car cela relève de la circulation de l'information personnelle et soulève donc le problème du respect des différents secrets professionnels dont la violation peut constituer une infraction pénale. Pour permettre un suivi collectif personnalisé, les responsables institutionnels ont cependant régulièrement promu ce qu'ils appellent un secret partagé. Durant la décennie 2000, de nombreuses lois ont autorisé progressivement un plus grand partage de l'information nominative. Mais ces possibilités n'ont été intégrées dans un dispositif spécifique qu'en 2010, lors de la création des commissions pluridisciplinaires uniques. Ces commissions ne sont présentes qu'en détention, et elles doivent permettre l'échange d'informations nominatives cette fois-ci entre professionnels. En milieu ouvert, donc hors détention, le législateur a ici créé ce qu'on pourrait appeler des passeurs de frontières, qui ont pour objectif de servir d'interface et de faciliter les échanges d'informations entre thérapeutes, magistrats et agents de probation. Donc il s'agit des médecins coordonnateurs dans le cadre des injonctions de soins, créés en 1998, et des médecins relais qui ont été adossés au dispositif des injonctions thérapeutiques en 2007. Donc l'objectif de ce chapitre est de questionner les évolutions des relations entre acteurs judiciaires et sanitaires depuis ces différentes réformes institutionnelles et organisationnelles. Est-ce qu'elles ont favorisé des rapports de complémentarité ou est-ce qu'elles ont renforcé des stratégies d'évitement, voire des relations conflictuelles? Comment les passeurs de frontières conçoivent leur coopération et leur place intermédiaire? Quelles sont les attentes et les exigences des uns et des autres dans leur rapport mutuel et quelle information est transmise et sous quelle forme. Nous ferons dans un premier temps le constat d'une persistance des tensions interprofessionnelles entre ces différents acteurs et ce malgré la création d'un certain nombre d'instances de coordination. Puis nous aborderons dans un second temps le fait que ces tensions se cristallisent autour d'un problème principal qui est celui de la question de l'échange d'informations nominatives. Le dernier temps sera consacré, lui, aux positions divergentes quant aux règles relatives au secret professionnel. Je vais donc entamer cette présentation en vous présentant le constat d'une permanence de tensions entre acteurs sanitaires et judiciaires issus de notre recherche. Si certains professionnels évoquent des relations globalement positives,
Ils sont en revanche une majorité à avoir souligné la permanence d'incompréhension mutuelle, et ce malgré la multiplication des instances évoquées, voire même de tensions importantes et plus rarement de conflits ouverts. Ces acteurs nous ont parlé de fossés, de gouffres entre deux mondes qui ne se parleraient pas ou qui ne parleraient pas la même langue, les deux camps, entre guillemets, ayant des façons différentes d'appréhender les publics qu'ils prennent en charge, que ce soit des patients pour les uns ou des délinquants ou des condamnés pour les autres. Les magistrats et les conseillers de probation expliquent la distance des soignants par le rejet de principe des soins pénalement ordonnés, ce qui cependant, au regard de nos analyses, semble en réalité un petit peu surévalué. En revanche, plus d'un tiers des acteurs judiciaires mentionnent la persistance de représentations négatives de leurs fonctions chez les soignants. Des représentations négatives qui seraient liées, selon eux, à la méconnaissance de leur mission, entraînant une certaine méfiance du secteur sanitaire à leur encontre. Chez les conseillers de probation, on regrette d'être uniquement perçus comme le bras armé de l'institution judiciaire, c'est-à-dire comme des contrôleurs qui seraient au service de la répression plus que des condamnés. Et les soignants, en fait, n'auraient pas conscience ou connaissance de la dimension sociale de leur intervention et seraient persuadés que chaque défaillance donne lieu à un rapport systématique au juge de l'application des peines, ce que les conseillers contestent. Voilà, c'est ces éléments-là qu'exprime la citation d'une des conseillères qu'on a souhaité vous présenter. Je la cite. Ils ont l'impression qu'on est juste là pour contrôler les gens et puis potentiellement pour les remettre en prison quand ils ne font pas ce qu'il faut. C'est ce type de présupposé qui nourrirait les réticences des soignants à transmettre la moindre information par crainte du préjudice, de porter préjudice à leurs patients. Côté magistrat, les juges d'application des peines font état de présupposés assez similaires d'une image désuète de leur fonction qui serait tournée vers la répression et, comme pour les conseillers, la réincarcération. Du côté des professionnels de santé, même si certains reconnaissent qu'une partie des acteurs médicaux méconnaissent le système judiciaire et son fonctionnement, ils insistent surtout sur l'incapacité des acteurs judiciaires à comprendre et à accepter leurs normes déontologiques, notamment celles relatives au secret médical. Cet élément, c'est une source de tension importante côté soignant car elle se traduit par une proportion dénoncée des acteurs judiciaires à s'immiscer dans ce qu'ils considèrent être comme leur champ de compétences et par extension à assimiler leur mission de soignant à la prévention de la récidive ou en tout cas à attendre leur concours sur ce point, ce qu'ils refusent, à l'image des propos d'un des psychologues rencontrés. Je le cite, sur cette question de la récidive, on n'a pas de mission de prévention de la récidive. Nous, on a été un petit peu estomaqués, les psychologues, de cette violence-là, quand les magistrats leur ont dit « vous nous servez à rien ». Voilà. Ces tensions entre les deux groupes sont particulièrement prégnantes en détention, comme on a déjà pu l'évoquer en introduction. Cela s'inscrit dans une continuité et non finalement, en fait, ces tensions n'ont finalement pas été réglées avec la loi de 1994. Plusieurs psychiatres font en effet état d'une dégradation des relations entre soignants et personnel pénitentiaire en détention. Pour conclure sur ce point, du fait de ces incompréhensions réciproques, plusieurs des professionnels rencontrés nous ont expliqué faire face à un dialogue de sourds où les uns et les autres, sur fond de méconnaissance des missions et pratiques, ne prennent pas en compte les besoins et les attentes de l'autre. C'est justement dans cet objectif que plusieurs dispositifs de concertation ont été mis en place afin de faciliter l'interconnaissance d'abord, puis les échanges ensuite. Il en existe un certain nombre aujourd'hui, que ce soit au niveau national, avec une principale instance de concertation qui était le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice, qui assurait jusqu'à récemment la concertation entre les services gouvernementaux compétents, mais qui a été supprimée en 2021. Au niveau régional, plusieurs instances coexistent. On a à la fois les commissions régionales santé-justice pilotées par les agences régionales de santé. Dans le champ des addictions, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Midelca, a également été chargée de la coordination sur ce thème et a mis en place des chefs de projet régionaux et départementaux
chargée de coordonner les actions des services territoriaux de l'État, des collectivités territoriales et du secteur associatif. Côté justice, il y a les conférences régionales sur les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération, qui sont organisées sur le ressort de chaque cour d'appel. Leur objectif premier ici, de coordonner les différentes instances judiciaires intervenant dans le domaine de l'exécution et de l'application des peines, et puis dans un second temps, de les coordonner avec un premier cercle d'acteurs qui sont les acteurs pénitentiaires, et un second qui sont davantage les avocats, les huissiers, la police et la gendarmerie, et dans un troisième temps, éventuellement, les soignants qui ne sont pas membres de droit, mais qui peuvent être invités au titre de personnes contribuant à la mise en œuvre des peines et des aménagements de peine, et ce seulement depuis un décret de 2017. Enfin, au niveau local, il existe une diversité d'instances, que ce soit au niveau des établissements pénitentiaires, des institutions médicales ou médico-sociales, aussi dans les tribunaux judiciaires, par le biais des commissions d'exécution et d'application des peines, et enfin les CPU qu'on a présentés précédemment. Sur ce point, les différents acteurs ont unanimement souligné l'intérêt des échanges interprofessionnels qui, au-delà de l'interconnaissance, pour effacer les différents a priori qu'on a évoqués, ils y voient un moyen d'améliorer la prise en charge des patients ou condamnés, que ce soit en termes d'orientation, de nouvelles possibilités de prise en charge ou d'aménagement de peine, et ou l'amélioration des suivis actuels grâce à une fluidification des échanges. Cependant, le bilan qu'ils font de ces instances de concertation que je viens de présenter est relativement mitigé. Elles étaient d'abord très rarement mentionnées par les acteurs de terrain, et pour expliquer l'absence d'investissement dans ces instances, ils nous ont fait part, que ce soit côté justice ou côté santé, d'un certain nombre d'obstacles pratiques. Le premier, et celui qui est revenu le plus souvent, c'est le manque de temps. Un manque de temps qui est souvent mis en lien avec une trop grande charge de travail, des postes vacants et un manque de moyens humains. Face aux impératifs quotidiens et ce qu'ils considèrent être comme leur cœur de métier, que ce soit soigner ou que ce soit assurer le suivi des condamnés, le travail partenarial est en fait mis au second plan. Le second obstacle le plus souvent mentionné, c'est le turnover important qui caractérise plusieurs des professions, que ce soit les magistrats, les conseillers de probation ou les soignants. Ce turnover ne permettant pas de créer des liens durables, et à chaque fois qu'une réunion est organisée, les acteurs nous disent que ce n'est déjà pas régulier vu le manque de temps, et elles en resteraient au stade de l'information pour se présenter ses missions. Difficile alors de construire des liens de confiance et des coopérations concrètes dans ce cas. C'est ce qu'explique le magistrat la citation qu'on vous a sélectionnée. Je le cite, il dit « il y a un début de discussion et après voilà, ça tourne un peu en eau de boudin et puis c'est tout ». Par ailleurs, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation et les juges d'application des peines chargés de la coordination de leurs services ont aussi témoigné de la complexité du travail partenarial dans les grandes villes ou grands centres urbains en raison de la multiplicité des acteurs et des potentiels partenaires et du fait que leur mission de construction des partenariats va en fait bien au-delà du soin, mais doit aussi porter sur des questions d'hébergement, d'emploi, etc. Donc on peut repérer un certain paradoxe lorsque les différents acteurs mettent en avant le caractère majoritairement interpersonnel de ces échanges, en pointant le manque de soutien institutionnel pour les créer, les maintenir, au regard du coût important en termes de temps, d'énergie et d'organisation. Cela nous amène à notre second point. Si les acteurs en fait, ne semblent pas bénéficier concrètement des instances de coordination locale ou régionale, ils valorisent d'autres types de dispositifs qui permettent de favoriser plus concrètement ces relations interprofessionnelles. Que ce soit des formations communes, des stages, des lieux de travail communs ou des suivis collectifs précédents ayant permis de nouer des liens plus durables. Côté formation commune, ils ont évoqué notamment celles organisées sur les préventions du suicide en détention, les formations du CRIEF sur les auteurs d'infractions sexuelles, ou du XAPA ou de la Fédération Addiction sur les addictions, entre autres. Sans pouvoir toutes les citer, les acteurs en fait reconnaissent assez unanimement l'intérêt de ces temps interprofessionnels, organisés souvent dans des cadres neutres ou détachés de leur quotidien. Ce que relate l'extrait d'entretien que nous avons souhaité vous présenter pour illustrer ces points. Une psychologue en fait revient dedans sur une formation qui lui aurait permis, alors qu'elle semblait opposée à tout échange,
de voir les bienfaits qui pouvaient être tirés d'une forme de collaboration, et ce, dans l'intérêt du patient. C'est ce qu'elle dit, je la cite, « J'ai constaté à quel point c'était utile, à quel point les personnes étaient demandeuses. » De la même manière, plusieurs acteurs nous ont expliqué avoir tiré bénéfice de ce type d'échange concerté, notamment dans le cadre de stages en formation initiale ou en formation continue, comme ce psychologue qui a accueilli des auditeurs de justice dans sa structure et qui nous dit c'était très bien parce que du coup, ils pouvaient nous répondre, ils pouvaient nous aiguiller. Ces stages en fait permettraient aux invités de donner des clés de compréhension à leurs hôtes, voire même de les orienter du fait de leur connaissance particulière de leur interlocuteur, comme l'ont fait ces auditeurs de justice. Une meilleure compréhension et des contacts réguliers favorisant l'interconnaissance sont aussi les effets bénéfiques mis en avant lors d'expériences de travail sur un lieu partagé, que ce soit en détention, où la prison constitue une unité de lieu de travail, ou d'expériences de permanence, par exemple d'un XAPA au sein d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Enfin, les prises en charge collectives participent aussi d'une interprofessionnalité concrète valorisée par les acteurs. Une magistrate nous a ainsi raconté l'expérience d'un suivi complexe ayant nécessité un travail de coordination avec un centre médico-psychologique et après plusieurs échecs de prise en charge et donc d'un aménagement de peine. Alors que ce cas particulier était une source importante de tension entre les soignants et cette magistrate, elle explique qu'au fur et à mesure des échanges contraints par la situation, ces derniers se sont apaisés, au point qu'elle nous a dit qu'à la fin, je la cite, elle nous dit « Bingo, on n'est plus dans un rapport de force, ça y est, on travaille ensemble ». Dans tous les cas, il semble bien que ce soit les expériences concrètes d'interprofessionnalité qui soient valorisées par les soignants comme par les acteurs judiciaires par rapport aux instances de concertation ou de coordination qui sont jugées trop éloignées ou trop coûteuses en termes de temps ou d'organisation. Si l'interconnaissance semble être un préalable incontournable pour faciliter les échanges interprofessionnels et plus précisément la transmission d'informations nominatives entre les acteurs judiciaires et sanitaires, ces relations interprofessionnelles et les liens de confiance font que les acteurs sanitaires peuvent adopter une lecture plus ou moins souple du secret professionnel médical que nous allons maintenant aborder dans une seconde partie. Les tensions interprofessionnelles se cristallisent autour de l'échange d'informations nominatives. Le législateur a mis en place divers dispositifs encouragés et relayés par les responsables institutionnels afin de permettre aux professionnels de la justice et aux soignants de partager des informations nominatives à propos de la personne condamnée. Toutefois, de nombreux désaccords perdurent à propos de l'étendue du secret professionnel et des informations pouvant être transmises. Le corps médical déplore les incursions judiciaires dans le déroulement des soins des patients placés sous main de justice. En effet, ils sont régulièrement sollicités par les acteurs judiciaires pour obtenir des informations quant au suivi médical. Ces sollicitations concernent principalement une volonté de vérification et de confirmation des éléments qui ont été déclarés par la personne placée sous main de justice, tels que la régularité des consultations médicales ou encore des périodes d'hospitalisation. D'une façon générale, les acteurs judiciaires souhaitent surtout vérifier la réalité du suivi et l'investissement dans les soins de la personne condamnée. Parallèlement, de nombreux soignants refusent de répondre à ces questions, puisque, en raison du secret professionnel, leur maintien et leur éthique et déontologique s'avèrent plus complexes dans ce cadre. Les enquêtés indiquent qu'il leur est difficile de préserver le cadre du secret professionnel médical. La recherche d'un équilibre est souvent évoquée au sein de ces entretiens pour imager cette difficulté. De nombreux psychiatres évoquent très régulièrement un jeu d'équilibriste, un jeu acrobatique. Cette opposition du secret provient principalement d'une volonté de maintenir le lien de confiance avec le déposant des informations. Les soignants insistent sur la nécessité que ce lien de confiance, garanti par le secret professionnel, soit créé avec le patient placé sous main de justice. Et la rupture du lien de confiance est particulièrement crainte en raison du fait que ce lien est fragile et met du temps à se pérenniser. Au sein de nos entretiens, 13 professionnels soignants soulignent qu'ils sont contraints de rappeler régulièrement le cadre de leur intervention aux patients placés sous main de justice et notamment l'assurance du secret médical pour garantir ce contexte de confiance.
Ils craignent également qu'un échange d'informations avec les acteurs judiciaires produise un affaiblissement du secret professionnel. Puisque cet amenuisement du secret pourrait avoir une conséquence contre-productive, un manque de confiance pourrait détourner in fine les justiciables du corps médical et partant de l'efficacité des soins. Ainsi, le secret professionnel est donc utilisé comme un rempart à l'ingérence des acteurs judiciaires dans le soin et aux injonctions à l'échange. De nombreux professionnels du corps médical considèrent que leur objectif professionnel demeure distinct du judiciaire et des considérations d'intérêt sécuritaire. L'invocation du secret professionnel concourt ainsi à la réaffirmation des frontières et des autonomies professionnelles de chacun. De l'autre côté, nous avons des acteurs judiciaires qui, quant à eux, ne saisissent pas les raisons de l'opposition du secret médical à leur encontre et déplorent le silence des soignants. Selon eux, l'individualisation de la peine et le suivi des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert comme en milieu pénitentiaire rend nécessaire cet échange d'informations nominatives. Ce souhait de partage d'informations est motivé par les acteurs judiciaires comme une volonté d'une meilleure compréhension de la situation de la personne placée sous main de justice. Pour cela, ils revendiquent le souhait de connaître des informations qui, selon eux, ne concernent pas le secret médical. Ils indiquent par exemple ne pas vouloir apprendre des informations sur des éléments cliniques tels que le diagnostic, les pathologies, mais obtenir simplement des informations plus générales à propos de la prise en charge. Partant, l'opposition régulière du secret professionnel génère ainsi incompréhension et frustration auprès des acteurs judiciaires. Cette opposition du secret médical est perçue par ces acteurs comme une contrainte, compte tenu de leur propre travail, mais également comme pouvant desservir la personne placée sous main de justice, dans la mesure où ils estiment qu'ils ne détiennent pas l'ensemble des informations nécessaires au suivi judiciaire et ils souhaiteraient ainsi que le secret soit plus relatif à leur égard. Les critiques judiciaires se cristallisent particulièrement autour de la question de la délivrance des attestations de suivi. Si les thérapeutes acceptent généralement d'en fournir, leurs pratiques s'avèrent très diverses. Certains en rédigent à chaque rendez-vous ou à la demande des condamnés lorsqu'ils l'en sollicitent. D'autres, le plus souvent en détention, refusent au contraire de délivrer ces attestations de manière assez systématique. Et ces attestations sont très souvent laconiques, sans la moindre précision sur la nature et les évolutions de la thérapie. En conséquence, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les magistrats regrettent la pauvreté des informations transmises au sein de ces attestations. Ils déplorent là aussi leur incapacité à vérifier la réalité du suivi, de l'investissement dans les soins par le biais de ces attestations. Les tensions sont aussi croissantes en milieu pénitentiaire. L'importance du partage d'informations nominatives entre les différents acteurs œuvrant dans un établissement pénitentiaire a été rappelée notamment par la circulaire du 18 juin 2012 relative aux modalités de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire unique. Les échanges d'informations sont présentés comme essentiels au bon fonctionnement de la prise en charge des personnes détenues et la circulaire précise, je cite, que ce dialogue pluridisciplinaire conditionne l'efficacité des actions menées auprès des personnes détenues. Toutefois, cette institutionnalisation des échanges au sein de ces réunions a parfois engendré l'effet inverse de celui escompté par le législateur. Des soignants indiquent redouter que l'instauration de ces dispositifs augmente les pressions déjà exercées sur eux dans l'obtention des informations à propos des personnes détenues. Par conséquent, certains professionnels de santé et les soignants refusent de se rendre au CPU. Cette posture d'absence leur permet d'affirmer leur indépendance professionnelle et de ne pas se sentir contraints de répondre aux interrogations et aux demandes formulées durant la réunion. Ils appréhendent notamment la nature des questions qui leur sont posées et la justification des soins effectués aux personnes détenues. Les soignants peuvent également opter pour une seconde position qui est une présence passive aux réunions.
Dans ces hypothèses, ils se rendent au CPU, auquel ils sont conviés, tout en maintenant une posture quasi silencieuse. Ils peuvent être très succincts dans leurs interventions, en évoquant des éléments de façon très concise, ou simplement acquiescer lorsqu'on les interroge sur des points particuliers. Là également, nous avons vu dans notre enquête que les professionnels soulignent la variation de participation et des positions, notamment de service, en fonction de divers paramètres tels que la structure des établissements pénitentiaires, les ententes personnelles ou encore des pratiques locales. Enfin, les tensions autour de l'échange d'informations nominatives apparaissent à propos de la question de la consultation et des usages du fichier Genesis. Ce fichier a été créé par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et a pour finalité l'exécution des sentences pénales et des décisions de justice s'y rattachant, la gestion de la détention des personnes placées sous main de justice et écrouées, ainsi que la sécurité des personnes détenues. Alors que les agents de l'administration pénitentiaire envisagent la création de ce fichier comme étant une avancée technique, de nombreux soignants se sont élevés contre la mise en place de Genesis dès lors qu'il peut contenir des informations à propos de la prise en charge sanitaire des personnes détenues. Il peut s'agir d'entretiens thérapeutiques en détention, mais aussi des tentatives de suicide, leurs facteurs explicatifs ou encore des addictions à l'alcool ou aux drogues. De nombreux soignants refusent toujours d'avoir accès à Genesis et d'y enregistrer des informations, même si les pratiques varient là encore une fois en fonction des sites. Une responsable de la direction de l'administration pénitentiaire nous a indiqué dans un des entretiens qu'ils évaluent à moitié le nombre d'établissements où les soignants rejettent toute inscription au sein du fichier Genesis. Et effectivement, parmi les soignants que nous avons interrogés également en détention, rares sont ceux qui ne contestent pas les finalités de ce fichier, ceux qui continuent d'alimenter in fine les tensions interprofessionnelles en milieu pénitentiaire. Dans ce climat de tension interprofessionnelle, le législateur, à l'écoute des praticiens, va introduire un nouvel acteur pour jouer un rôle de médiation entre le sanitaire et le judiciaire. Ce nouvel acteur apporte-t-il vraiment une plus-value dans le dispositif des soins pénalement ordonnés ? En 1998, la mise en œuvre de l'injonction de soins dans le dispositif de suivi socio-judiciaire s'appuie sur le médecin coordonnateur nouvellement créé. Puis, en 2007, suite à l'intérêt suscité par la fonction de médecin coordonnateur, le médecin relais apparaît pour rendre plus efficace et plus visible l'injonction thérapeutique afin de renforcer l'articulation entre le dispositif de prise en charge des toxicomanes et l'autorité judiciaire. Ce sont les termes utilisés par la circulaire d'application. Ces médecins qui assurent une fonction d'interface entre les acteurs judiciaires et les acteurs sanitaires lors de l'application des soins pénalement ordonnés sont plutôt favorablement accueillis pour une majorité des professionnels interrogés lors de notre étude. Pour les soignants, d'une part, ces médecins coordonnateurs ou relais viennent, nous disent-ils, libérer le thérapeute d'une liaison avec la justice pour mettre à distance les demandes des acteurs judiciaires. Le médecin coordonnateur ou relais n'est plus perçu comme le thérapeute, il laisse la démarche des soins à ses consoeurs et à ses confrères pour être l'interlocuteur de la justice à laquelle il va rendre des comptes sur le déroulement de la mesure de soins pénalement ordonnée. Il permet dès lors de préserver le secret professionnel médical. Le risque d'une dénaturation de la démarche de soins serait ainsi écarté grâce à sa présence. Le médecin coordonnateur et relais est également perçu par les soignants comme un soutien lors de la prise en charge de ces publics judiciarisés et permet d'éviter l'isolement du thérapeute face à un patient justiciable. Pour les acteurs judiciaires, d'autre part, le médecin coordonnateur est une plus-value certaine des dispositifs d'injonction de soins ou d'injonction thérapeutique, notamment en comparaison avec l'obligation de soins, dans la mesure où ces médecins sont des interlocuteurs réguliers tout au long de l'exécution de la mesure de soins. Les magistrats ou personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne sont plus laissés en marge du déroulement de la mesure de soins.
En outre, ces acteurs judiciaires, la présence de ces médecins facilite l'obtention d'informations quant au comportement de la personne au cours des soins, certains allant jusqu'à évoquer la levée de la barrière du secret médical comme étant le principal atout et la principale plus-value de cette interface. Les agents de probation insistent quant à eux sur l'intérêt des échanges d'informations plus nourris depuis la mise en place de cette interface. Il s'agit alors pour eux de leur faciliter l'intervention auprès du justiciable qu'ils peuvent prendre davantage en charge de manière globale et ainsi avoir une connaissance parfaite du comportement lors du suivi thérapeutique. Le prononcé par un magistrat de la mesure ou de la peine de soin s'en trouve également légitimé. La fonction de médecin coordonnateur et relais participe à la crédibilisation du principe même du soin pénalement ordonné. Ce sont là tous les avantages qui ont été énoncés par les personnes interrogées lors de notre étude. Toutefois, cette appréciation plutôt favorable est nuancée par certains professionnels. En premier lieu, en raison d'une ambiguïté qui pèse sur cette fonction de médecin coordonnateur ou de médecin relais. Pour les soignants, le médecin coordonnateur ou relais est encore perçu comme un auxiliaire de justice, mettant en œuvre une contrainte légale qui impose au thérapeute ce contact, comme l'évoque un médecin psychiatre, que je cite, « Le coordonnateur, il prend nos infos pour revoir le patient lui-même et après, pour transmettre au magistrat, puisque lui, il a la fonction donc, pour moi, c'est une espèce de jeu de dupes que j'ai de la peine à accepter depuis le début. » En second lieu, l'intérêt de la fonction est nuancé en raison des modes d'exercice de cette interface. Le nombre de médecins coordonnateurs est insuffisant, leur charge de travail importante, trop importante, comme il a été souligné à plusieurs reprises. Ils n'auraient dès lors que trop peu de contacts avec les thérapeutes, qui ne pourraient donc plus compter sur son soutien pour la prise en charge des patients. Pour les acteurs judiciaires, des défaillances sont également évoquées. L'interface se limiterait parfois à l'envoi du rapport annuel par le médecin coordonnateur au magistrat et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ne pouvant alors plus obtenir toutes les informations qui leur seraient utiles à une prise en charge co-construite et cohérente de la personne sous main de justice. Les médecins coordonnateurs et relais sont donc bien identifiés comme nécessaires à une meilleure articulation santé-justice. Mais il reste évidemment à consolider cette articulation qui demeure fragile, en particulier lors de l'échange d'informations entre les acteurs, l'appréhension des règles étant particulièrement hétérogène. L'ensemble des professionnels impliqués dans la mise en œuvre des soins pénalement ordonnés ne s'entendent pas toujours sur la définition des contours de leurs secrets professionnels respectifs, ce qui vient raviver les tensions interprofessionnelles. Le positionnement des acteurs de santé n'est pas univoque quant aux conditions de partage d'informations entre eux et les acteurs judiciaires. Une majorité de soignants refuse, sous couvert de secret professionnel, de transmettre les informations sur l'investissement dans les soins de la part de la personne suivie. Mais certains, notamment des médecins libéraux, des médecins généralistes, seraient enclins à être un peu plus disers et à transmettre des données comme celles relatives au nombre de visites de la part de la personne sous main de justice, à l'implication dans le soin de la personne, à la durée des entretiens. Ces soignants invoquant alors, pour justifier la transmission de telles informations, l'intérêt du patient lui-même, dont il ne sollicite pas toujours le consentement à la transmission de ces informations. Les médecins coordonnateurs et relais ont également des pratiques plurielles quand certains prônent un secret général et absolu et ne sollicitent qu'à minima les thérapeutes pour la rédaction de leur rapport annuel indiquant le seul respect du suivi de la personne ou l'existence d'incidents au cours de cette prise en charge. Un médecin coordonnateur interrogé nous a même indiqué qu'il avait dû rappeler à un thérapeute un peu trop prolixe la nécessité de respecter son secret professionnel médical. Le médecin coordonnateur pouvant alors jouer un rôle de filtre des informations reçues avant de les transmettre à son tour à un magistrat. D'autres
vont s'affranchir plus facilement de leur secret professionnel en insistant sur l'objectif fixé par les textes réglementaires qui visent faciliter la transmission d'informations entre santé et justice pour assurer l'efficience du soin pénalement ordonné. Les acteurs judiciaires, quant à eux, se sentent régulièrement mis à distance des échanges entre soignants, entre thérapeutes et médecins coordonnateurs ou relais, les rapports annuels ne comportant en principe pas de renseignements médicaux stricto sensu. Si les acteurs judiciaires ont bien conscience de cette nécessité de respecter le secret professionnel médical, ils ne cachent pas leur intérêt, évidemment, à lire des informations dans les documents qui leur sont transmis, comme celles relatives à l'adhésion ou non du patient aux soins, à l'expression ou non de cette personne de son sentiment de culpabilité, à l'appréciation par les soignants du risque de récidive. Face à ces postures plurielles, il semble que l'amélioration de l'articulation santé-justice se joue dans la clarification des règles relatives au secret professionnel. À l'écoute des professionnels concernés par le soin pénalement ordonné, se dégage une impression de trouble, une impression de confusion à propos des règles applicables en matière de secret professionnel. L'articulation santé-justice induit une transmission des informations selon les textes, qui peut être un partage d'informations non explicitement prévu, et ceci dans différents cercles, au sein du corps médical ou entre personnel soignant et personnel judiciaire. Le partage d'informations et le secret partagé entre soignants est légalement institué par le Code de la santé publique pour la prise en charge sanitaire des patients. Dans le cadre du soin pénalement ordonné, le contexte et les objectifs sont distincts lors de la transmission d'informations. Donc la transposition des règles du Code de la santé publique ne peut s'opérer par pure analogie. Ainsi, les professionnels de santé aménagent-ils les contours de leur secret? Ils définissent pragmatiquement ces limites, principalement dans l'intérêt de celui qui s'est confié, c'est-à-dire dans la personne qui est sous soin pénalement ordonné. Le partage d'informations est donc tantôt espéré et réclamé pour approcher au mieux l'objectif de suivi effectif de la mesure judiciaire, de la peine de soin, certains appelant même à l'élaboration d'une nomenclature des informations partageables. Tantôt, ce partage est redouté, risquant de remettre en cause les marqueurs essentiels aux conditions d'exercice professionnel et d'attenter à l'autonomie des praticiens. L'articulation des pratiques sanitaires et judiciaires passe nécessairement par les modalités des échanges d'informations qui pourraient être précisées. Mais le facteur le plus propice à faciliter l'articulation reste, selon de nombreux acteurs interrogés, la confiance qui s'instaure au fil de l'exercice professionnel entre les différents intervenants.